Les paysages idylliques de la province de Lamdong, dans la colonie française de Cochinchine. Nous sommes en 1938. La Cochinchine fait alors partie de l'Indochine française, les pays du sud-est asiatique qui constituent l'empire colonial français en Orient. L'Indochine française, ou Union indochinoise, comprend le Laos et le Cambodge à l'ouest, ainsi que les trois régions du Tonkin, de l'Annam et de la Cochinchine qui forment l'ancien royaume du Vietnam à l'est. Farouchement indépendants, les Vietnamiens ont résisté au fil des siècles aux tentatives d'invasion des Chinois. Mais depuis plus de 50 ans, ils vivent sous la domination des Français. La sérénité du paysage est trompeuse. Ce peuple, en apparence imperturbable, a commencé à rejoindre plusieurs mouvements indépendantistes. Conséquence de cette tendance, 40 années de lutte désespérée et de souffrance. Grâce aux témoignages de ceux qui ont vécu cette époque décisive et à des images jusqu'ici inédites, voici l'histoire de cette région. « 1937. La frontière nord-est porte sur l'Asie. Peshawar est le dernier avant-poste de l'Empire britannique en Inde. Dans le cadre de leur grand tour, les aventuriers et photographes amateurs Edward de Rothschild et Peter Treherne visitent la région. Ces images exceptionnelles en 16 mm ont été tournées il y a plus de 70 ans. Elles n'avaient encore jamais été diffusées. Dans les années 1930, à l'exception du royaume de Siam, qui correspond à l'actuelle Thaïlande, tous les États du Sud et Sud-Est asiatiques, avec leurs millions d'habitants et leur mosaïque de culture et de civilisation, sont gouvernés par les puissances occidentales.
Les Britanniques règnent sur l'Inde, la Birmanie, la Malaisie et Singapour. Les États-Unis se sont établis aux Philippines. Les Hollandais ont colonisé les Indes orientales et les Français l'Indochine. Riches en ressources naturelles, ces pays sont exploités pour répondre aux besoins des consommateurs en Europe et en Amérique du Nord. Mis à part quelques privilégiés, les autochtones n'en tirent aucun bénéfice. Saïgon, 11 novembre 1938, 20e anniversaire de l'armistice. Les armées coloniales françaises défilent en hommage aux morts de la Grande Guerre. « 20 ans seulement se sont écoulés depuis la fin de la guerre, censée mettre fin à toutes les guerres. Un conflit qui a coûté à la France plus de 4 millions d'hommes. » Le journaliste Guyenne Lacoua. Les soldats étaient très impressionnants dans leur bel uniforme. Leurs armes et leurs médailles brillaient au soleil. Les applaudissements étaient nombreux, mais la plupart des gens avaient beaucoup à gagner de l'occupation française. Dans les campagnes, les choses étaient différentes. Moins d'un an plus tard, le monde est de nouveau plongé dans une guerre générale. On nous avait dit qu'une guerre se préparait en Europe. Et on espérait que les Français nous laisseraient enfin tranquilles. Saïgon offre tous les signes extérieurs de la belle vie coloniale. Mais les autorités françaises musellent impitoyablement toute opposition. Govin Long a grandi dans le delta du Mékong, dans le sud du pays. Il n'a pas oublié son enfance sous la domination française. Pendant leur patrouille de routine, les Français tuaient de nombreux Vietnamiens, puis jetaient leurs corps dans le fleuve. Chaque fois que j'allais chercher de l'eau, je voyais les cadavres qui flottaient. Je détestais les Français. Mais mon père disait: ce ne sont pas les Français qu'il faut détester, seulement leur politique coloniale. Les villages isolés dans les montagnes et la jungle sont un terreau fertile pour la cause nationaliste. Le père de Long prend une part active à la lutte. Mon père était un grand idéaliste. Il avait donné presque toutes ses terres aux paysans de son village, dans le nord, et s'était installé dans le delta du Mékong comme instituteur. Il a été atrocement torturé par les Français. Ils lui ont défoncé le crâne, cassé des côtes et perforé les poumons. Les médecins ne lui donnaient qu'une semaine à vivre. Mais il ne voulait pas mourir. Le nationalisme trouve aussi un large écho auprès des intellectuels et des militants politiques dans les zones urbaines. Guyenne Lacoua. Beaucoup appréciaient le mode de vie des Français, et certains quartiers de Saïgon étaient très agréables. Mais c'étaient des dirigeants étrangers.
Si la plupart étaient corrects, d'autres nous traitaient comme des animaux. « 1938, Fort Pouplek, dans le district de Krassié, au sud-est du Cambodge. Cette fortification française a été construite pour tenir à distance une population montagnarde que les Français appellent les Moys sauvages. En réaction aux puissances coloniales occidentales qui prônent les vertus de la démocratie libérale, de nombreux mouvements nationalistes se sont tournés vers l'idéologie communiste, en particulier le marxisme-léninisme de l'Union soviétique. Le chef du Parti communiste indo-chinois est un Vietnamien en exil de 48 ans qui s'est choisi comme nom de guerre Ho Chi Minh. Le réalisateur de documentaires soviétiques, Roman Karmen, l'a filmé avec ses partisans en 1954. Dans un discours lors de la fondation du Parti communiste indo-chinois, Ho Chi Minh déclare: La Seconde Guerre mondiale va bientôt éclater. Ce jour-là, les impérialistes français conduiront sûrement notre peuple à un véritable massacre. Malgré tout, cette oppression barbare et l'exploitation de nos ressources ont réveillé nos compatriotes. Partout, les masses se soulèvent contre l'impérialisme français. Inde orientale hollandaise, 31 août 1931. Les soldats et marins hollandais prennent du bon temps dans les cafés de Batavia, la capitale sophistiquée de l'île de Java. Mais leur gaieté n'est qu'apparente. Les troupes hollandaises osent défiler bien que leur pays ait été envahi par l'armée allemande. Les nazis se déchaînent en Europe, tandis que les Japonais occupent de vastes zones en Chine et s'apprêtent à lancer une attaque de grande ampleur dans le Pacifique et en Asie du Sud-Est. Le monde ne sera plus jamais pareil. À l'automne 1941, la France est sous le contrôle du gouvernement de Vichy, qui a signé un armistice avec l'allié du Japon, Adolf Hitler. Après quelques escarmouches, les autorités françaises en Indochine accordent une entière liberté de mouvement à l'armée japonaise dans toutes leurs colonies. Désormais, les Indochinois ont deux maîtres, la France de Vichy et le Japon impérial. Ho Chi Minh écrit: Les Français courbent la tête et s'agenouillent sans honte, sans un seul mot de protestation. Conséquence de cette attitude, notre peuple est doublement accablé. Il sert de bête de somme non seulement à l'envahisseur français, mais aussi aux Japonais. Quel péché a-t-il commis pour souffrir de façon aussi cruelle ? Tandis que les autorités françaises pro-Vichy administrent l'Indochine sous la surveillance étroite de l'armée japonaise, Ho Chi Minh et un petit groupe de révolutionnaires s'établissent dans une région isolée de Chine méridionale, tout près de la frontière sino-vietnamienne. Parmi eux se trouve un intellectuel de 29 ans, Vo Nguyen Giap. À Quai Linh, oncle Ho est venu discuter avec nous des préparatifs en vue de la tâche qui nous attendait dès notre retour au pays. Il nous a dit, dans la situation actuelle, la sécurité nationale devient d'autant plus importante. Nous devons donc organiser un vaste front national. Nous l'avons baptisé Ligne révolutionnaire pour l'indépendance du Vietnam. Mais c'est un nom très long. Mieux vaut le raccourcir en Viet Minh. Les gens s'en souviendront. Pendant leur exil,
Ho Chi Minh prend une décision qui va s'avérer déterminante pour Giap. Oncle Ho nous a demandé de mettre sur pied une armée nationale de libération. Se tournant vers moi, il a dit « C'est toi qui devras t'en charger. En es-tu capable ?» Je lui ai répondu « Oui ». Il a alors ajouté « Nous sommes encore faibles. L'ennemi est puissant. Mais nous l'empêcherons de nous détruire. » En 1942, après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, les seules régions d'Asie et du Pacifique qui échappent au contrôle des Japonais sont l'Inde, bastion britannique, et les provinces de Chine aux mains des nationalistes anticommunistes de Chiang Kai-shek. En Chine, les combats sont d'une violence extrême. « 13 août 1942, Chongqing, dans la province du Sichuan. En plein jour, l'aviation japonaise effectue un raid sur la ville. Après 7 jours de bombardements incessants, la ville n'est plus qu'un champ de ruines. À son tour, la Birmanie devient un enjeu crucial sur le continent asiatique. Si les Alliés parviennent à rouvrir les voies de ravitaillement entre l'Inde et la Chine nationaliste, ils obligeront les Japonais à prélever des troupes et du matériel sur le front dans le Pacifique. Les armées britanniques et américaines décident d'employer des méthodes de combat nouvelles derrière les lignes japonaises. Ils entrent en contact avec les tribus locales et les forment au combat. Les Américains envoient aussi sur place des membres du tout nouvel Office des services stratégiques, l'OSS, le précurseur de la CIA, pour aider les groupes locaux, qu'ils soient nationalistes ou communistes. En échange de renseignements, une unité de l'OSS, baptisée Deer Team, fournit des armes au Viet Minh d'Ho Chi Minh et entraîne ses hommes. Ho Chi Minh. Cette fois, nous tenons l'occasion de nous libérer. Enlisés en Chine, paralysés par les Britanniques et les Américains, les Japonais sont incapables de nous faire face. Si notre peuple tout entier s'unit, nous écraserons les armées françaises et japonaises. Mes compatriotes, debout. Combattez les Français et les Japonais. Fin 1944, l'Empire japonais en Asie commence à s'écrouler sous les assauts des forces alliées. Giap en profite pour lancer une insurrection générale dans tout le Vietnam. À l'été 1945, il est nommé général à la tête d'une armée de 10 000 hommes. Mais la riposte des Japonais est terrible. Le général Giap. C'était le règne de la terreur. Des familles entières ont été arrêtées, les maisons brûlées, les villages entièrement rasés. Ceux qui possédaient des documents révolutionnaires étaient fusillés ou décapités, où les Japonais leur coupaient les bras et les exposaient sur la place du marché. Ils offraient aussi des milliers de piastres à quiconque leur apportait la tête d'un révolutionnaire. Nous savions que la lutte serait longue et difficile. Dès 1941, oncle Ho nous avait prévenu que les combats contre les Japonais n'étaient qu'un début. Il
savait que les Britanniques et les Américains avaient les mêmes intentions que les Français. C'étaient tous des impérialistes. Un camp d'entraînement de l'OSS en Birmanie à la fin de la guerre. La situation évolue rapidement en Asie. Les prédictions d'Ho Chi Minh s'avèrent justes. En mars 1945, l'armée japonaise renverse l'administration française et la remplace par un gouvernement fantoche avec à sa tête l'empereur d'Annam, Bao Dai. 25 août, Rangoon, en Birmanie. Le général Takezo Numata arrive de Saïgon pour signer la reddition de l'armée du Sud aux forces alliées, conformément aux ordres de l'empereur Hirohito, qui a exhorté son pays à supporter l'insupportable et accepter la défaite. Ho Chi Minh. C'est une grande avancée dans le combat que notre peuple mène depuis près d'un siècle. Désormais, le Comité vietnamien pour la libération du peuple constitue notre gouvernement provisoire. Unissez-vous autour de lui et veillez à ce que sa politique et ses ordres soient appliqués dans tout le pays. Tandis que le Viet Minh prend le contrôle du pays, les troupes alliées arrivent elles aussi. Les nationalistes chinois au nord, les Britanniques au sud. Saïgon, 6 septembre 1945. Les prisonniers de guerre alliés et les prisonniers politiques français sont libérés par les Britanniques. Le général Gracie, commandant des forces britanniques, autorise les Japonais à conserver leurs armes pour l'aider à maintenir l'ordre. À présent, c'est un gouvernement révolutionnaire qui dirige la plus grande partie du pays. Les Vietnamiens soupçonnés d'avoir collaboré avec les Français et les Japonais font l'objet de représailles. Futur diplomate, Nguyen Xuan Phuong raconte ce qui est arrivé à sa famille. Évidemment, ils avaient emprisonné les propriétaires terriens et tous ceux qui avaient la moindre fonction officielle du temps des Français. Mon grand-père a été jeté en prison parce qu'il était le chef du village. Heureusement, mon oncle, qui avait été à l'école avec un dirigeant Viet Minh, est allé le voir. Il lui a dit « Pourquoi avez-vous arrêté mon père? Il est inoffensif et n'a jamais rien fait de mal. » Quelques jours plus tard, il était libéré. Le grand-père de Phuong l'a échappé belle. Beaucoup d'autres sont exécutés par le Viet Minh, impitoyable envers ceux qu'ils considèrent comme des collaborateurs. Pour la première fois, les Vietnamiens se battent contre leurs compatriotes. L'indépendance n'est qu'éphémère. Quelques mois plus tard, avec le soutien des Britanniques et des Américains, les soldats français sont de retour et reprennent le sud du pays, tandis que le Viet Minh est désarmé. Dans le nord, les partisans d'Ho Chi Minh sont incapables d'empêcher les exactions de l'armée nationaliste chinoise. Ils n'ont pas d'autre choix que de demander aux Français de ramener l'ordre. Une nouvelle fois, l'Indochine est régentée par Paris.
Bien que les Américains soutiennent la cause des nationalistes vietnamiens, le fossé idéologique qui divise les démocraties occidentales et le communisme de l'Union soviétique est fatal au gouvernement révolutionnaire d'Ho Chi Minh. Les membres du Viet Minh se dispersent dans la campagne. La situation se dégrade rapidement et débouche sur la première guerre d'Indochine. Le général Giap. De l'autre côté, l'armée de métier d'une vieille puissance coloniale, disposant des armements les plus modernes. Avions, navires de guerre, artillerie, mitrailleuses. De notre côté, des gens ordinaires équipés d'armes rudimentaires, mais déterminés à se battre jusqu'au bout pour défendre leur pays. En apparence, la vie des résidents français reprend peu à peu son cours normal. Mais de nombreux jeunes Vietnamiens se retrouvent face à un choix radical. Nguyen Xuan Phuong habite alors Saigon. On voulait se libérer du joug français. On appréciait le style de vie qu'ils nous apportaient, mais on ne voulait pas les avoir sur notre dos. À la fin des années 40, il y a eu des troubles dans les lycées vietnamiens. Certains élèves, moi y compris, faisaient circuler des photos de Ho Chi Minh aux côtés de Lénine et Marx. J'ai fini par me faire prendre. Mon père a été convoqué et j'ai été expulsé. Mon père m'a ramené à la maison et m'a flanqué une bonne raclée. « Pourquoi as-tu fait ça? Ne fais pas des choses pareilles. » Je ne sais pas comment il m'a fait réintégrer. Mes oncles sont partis pour le nord rejoindre le Viet Minh. Mais ils sont toujours restés en contact. Ils étaient au nord, nous au sud. Chacun avait sa propre vie. La plupart d'entre nous n'ont pas fait un choix conscient. On se retrouvait dans une situation, on restait, et on faisait avec. Bien que la guérilla du général Giap finisse par saper le contrôle des forces françaises dans les campagnes, ces dernières possèdent encore une puissance de feu terrifiante. L'officier Viet Minh Ngo Van Thieu évoque la bataille de VinhIen le 17 janvier 1951. Notre division est attaquée depuis ce matin. On a formé un groupe de 10 bataillons d'élite qui devrait réussir à prendre VinhIen avant demain. Tout à coup, j'entends un bruit dans le ciel. D'étranges oiseaux apparaissent. Ils sont de plus en plus gros. Des avions. J'ordonne à mes hommes de se mettre à l'abri des mitrailleuses et des bombes, mais les appareils piquent sans tirer. Et là, l'enfer s'ouvre devant moi. De grandes boîtes métalliques en forme d'œuf sont larguées et d'immenses tapis de flammes de plusieurs centaines de mètres déclenchent la panique parmi mes soldats. C'est du napalm, le feu tombé du ciel. En 1951, 100 000 Vietnamiens luttent contre le Viet Minh aux côtés des Français.
Saigon, au printemps. Nguyen Lat Khoua assiste à un défilé militaire de l'armée nationale vietnamienne en l'honneur de Jean Latourneau, le nouveau haut-commissaire français en Indochine. Beaucoup de Vietnamiens sont prêts à combattre pour les Français, parce qu'ils considèrent que c'est dans leur intérêt. Ils disposent de l'équipement américain dernier cri et sont impressionnants. Se battront-ils contre d'autres Vietnamiens dans un conflit de grande ampleur? Je n'en sais rien. L'armée vietnamienne fait partie de l'Union des forces françaises, qui compte les légionnaires, les parachutistes, plus de 40 000 soldats africains et nord-africains et près de 20 000 officiers français. Saigon, mars 1953. Le maréchal de France, Alphonse Juin, et le commandant en chef des forces françaises, Raoul Salan, accueillent le général américain Mark Clark, commandant en chef des forces américaines en Extrême-Orient. Est également présent le chef d'état-major de l'armée vietnamienne, Nguyen Van In. Le général Giap. Les Français sont en train de s'allier aux Américains et d'utiliser leur argent et leur matériel pour créer des armées nationales. Peu à peu, ils livrent l'Indochine aux États-Unis. En effet, les États-Unis financent 80% de l'effort de guerre français, tandis que les ressources du Viet Minh proviennent directement d'Union soviétique et du nouveau régime communiste de Mao Tse-tung. La guerre d'Indochine a dépassé le stade de l'escarmouche entre un empire colonial européen et ses sujets. Elle est en passe de devenir un conflit mondial. En mai 1953, le général Salan est remplacé par le général Henri-Eugène Navarre. Immédiatement, ce dernier prend une décision capitale. Créer une position défensive essentielle au nord-ouest du Vietnam, près de la frontière laotienne. Il choisit un petit village au croisement des routes stratégiques entre la Chine, le Laos et le Vietnam, et occupé par des Thaïs, restés fidèles aux Français. Ce village s'appelle Dien Bien Phu. Par avion, Navarre fait acheminer des troupes nombreuses de la base aérienne d'Hanoï et de Cat Ba à Haiphong. Ngo Van Thieu observe l'arrivée des soldats français. On savait que c'étaient leurs meilleurs éléments, les parachutistes, les légionnaires. La bataille serait dure. J'ai compris que Dien Bien Phu signifierait notre victoire ou notre perte. Des bombardiers B-26 fournis par les États-Unis larguent du napalm sur les positions ennemies. Encerclée par 50 000 hommes de l'armée Viet Minh, la garnison française est opposée à un adversaire 4 fois supérieur. Fin novembre 1953, le général Giap note: Nos éclaireurs à Dien Bien Phu envoient des rapports quotidiens. L'ennemi parachute des soldats, des armes et une quantité énorme de fils barbelés et rénove la vieille piste d'atterrissage des Japonais. Les généraux français ont annoncé « Ce n'est pas un raid.
Nous avons pris cet endroit et nous comptons bien y rester. Ils l'auront voulu. Le réalisateur Roman Carmen est autorisé à circuler librement parmi les soldats de Giap pour filmer l'histoire de la bataille. Les Français ont fait une erreur tactique fatale en pensant que Dien Bien Phu serait protégé d'une offensive menée par les chars et l'artillerie lourde. Le général Giap. J'ai donné l'ordre à notre 351e division lourde de travailler jour et nuit pour ouvrir une piste de 82 km jusqu'à Dien Bien Phu pour permettre le passage de nos véhicules motorisés. Ensuite, ils ont ouvert une piste de 15 km à travers la montagne afin que nous puissions tirer nos canons jusqu'au front. Le colonel Christian de Castries a été nommé commandant de Dien Bien Phu. Surnommé plus tard les 55 jours d'enfer, la bataille est sur le point de commencer. Pour les deux camps, pas question de faire de quartier. Cao Xuan Nha, un officier Viet Minh. Il nous a fallu 45 jours pour arriver là-bas, en marchant de nuit et se reposant le jour. Parfois, on dormait sur le bas-côté après avoir creusé notre trou pour nous abriter en cas d'attaque aérienne. Tran Van Ngo, capitaine dans l'armée Viet Minh. Les Français étaient plus grands et beaucoup mieux équipés. Mais nous avions une arme contre eux, notre courage. Nous étions déterminés à nous battre jusqu'au bout contre ceux qui nous volaient notre pays. « 13 mars 1954, début de l'offensive contre le camp retranché de Dien Bien Phu. Le général Giap. Les Français n'ont pas réussi à éliminer la menace sur leur aérodrome. Et leur stratégie défensive a perdu un élément crucial, le soutien aérien. C'était leur seule façon de recevoir des renforts et d'évacuer leurs blessés. L'hôpital du camp ne comptait que 40 lits et ils avaient déjà des centaines de blessés. Pour le commandement français, c'était un véritable cauchemar. Les combats terribles rappellent la guerre des tranchées et les assauts massifs de l'infanterie pendant la Première Guerre mondiale. Le nombre des victimes grimpe en flèche. Les actes d'héroïsme dans un camp comme dans l'autre font entrer la bataille de Dien Bien Phu dans la légende militaire. C'est une victoire éclatante pour le Viet Minh et une défaite déshonorante pour les Français. Le 7 mai, Giap lance toute son infanterie à l'assaut du camp.
De Castries envoie un message radio au quartier général du colonel Cogny à Hanoï. Les Viettes sont partout. La situation est très grave. La fin est proche. Le général Diap. Ce soir, nous allons frapper l'œil du porc-épic et l'achever. En fin d'après-midi, la 312e division lui apprend la nouvelle. Tous les soldats ennemis au poste de commandement se sont rendus. Nous avons arrêté de Castries. À ce moment-là, tout le monde au quartier général s'est mis à crier, à applaudir, à s'embrasser et à sauter de joie comme des enfants. Certains ont fondu en larmes, d'autres sont restés bouche bée. Sous le choc, d'autres encore sont devenus tout pâles. Promu général de corps d'armée pendant la bataille, le commandant du camp, Christian de Castries, est fait prisonnier, puis libéré 4 mois plus tard. D'autres ont moins de chance. « 1500 soldats français ont été tués. Plusieurs milliers sont blessés. La Croix-Rouge évacue quelques centaines des 10 000 hommes faits prisonniers par le Viet Minh. Mais la plupart sont conduits à marche forcée dans des camps à des centaines de kilomètres de là. Moins de 4000 survivent et sont rapatriés en France. Côté Viet Minh, les combats ont fait 15 000 blessés et 8 000 morts. La victoire de Dien Bien Phu déclenche une vague d'euphorie à travers tout le pays. Ngoc An Vo était fonctionnaire dans l'administration française. Au début, on n'arrivait pas à y croire. Les Européens, si grands et si forts, avec leurs chars et leurs avions, avaient été battus par les petits Vietnamiens. Des paysans, des instituteurs, des ouvriers. Nous étions fiers. Le drapeau rouge de la Révolution est déployé en l'honneur de la victoire du Viet Minh, aux grandes dames des Occidentaux qui craignent la progression du communisme, en particulier depuis la fin de la guerre de Corée. Le général Diap. Le succès de la Révolution en Chine a créé un équilibre des forces entre l'Est et l'Ouest. Le conflit sur la péninsule coréenne a été la preuve du nouvel ordre mondial. Jusqu'alors, notre guerre concernait seulement les peuples d'Indochine et de France. Les États-Unis comptaient remplacer la France en Indochine, mais la situation ne leur a pas permis d'intervenir directement. Le conflit pourrait évoluer en une seconde guerre de Corée, dans laquelle rien ne garantirait la victoire des États-Unis. En outre, ces derniers auraient du mal à y entraîner leurs alliés épuisés par les combats en Corée.
Un compromis est trouvé pendant la conférence de Genève et un accord signé le 21 juillet 1954. Le cessez-le-feu doit prendre effet immédiatement. Une division temporaire regroupant des soldats français et Viet Minh est créée et stationnée sur le 17e parallèle. Les élections en vue de la réunification du Vietnam doivent avoir lieu dans les 2 ans. L'indépendance du Laos et du Cambodge est confirmée. Après des décennies de domination coloniale, les Français quittent l'Indochine. Dans les 2 camps, c'est la déception. Mais l'heure est au pragmatisme politique. Le général Giap. Nous avons besoin d'une période de paix. Nous avons besoin d'un territoire avec une capitale, un port maritime et un aéroport pour consolider notre révolution et préparer notre indépendance totale et notre réunification future. Les États-Unis soutiennent la nomination de Ngo Dinh Diem comme Premier ministre du nouveau Vietnam du Sud. Diem s'assure le contrôle de l'armée de la République du Vietnam, ou ARVN, l'ex-armée coloniale française. Le 22 juillet 1954, Ho Chi Minh s'adresse à la République démocratique du Vietnam, la nouvelle nation au nord du 17e parallèle. Nous avons remporté de nombreuses victoires, dont la plus grande est celle-ci. Le gouvernement français a reconnu la souveraineté de notre nation. Ses troupes devront quitter notre pays. À partir de maintenant, nous devons concentrer tous nos efforts sur la réunification et l'indépendance totale de l'ensemble de notre pays. Le gouvernement révolutionnaire d'Ho Chi Minh impose des réformes économiques staliniennes draconiennes et fait appliquer les principes communistes de façon systématique. La population est mobilisée pour de vastes programmes de reconstruction. Nguyen La Coua, journaliste à Saïgon. Des centaines de personnes ont émigré vers le sud, surtout celles qui possèdent des terres, des biens ou un certain statut, de même que la majeure partie des catholiques. Oncle Ho était sans conteste un héros nationaliste, mais son gouvernement révolutionnaire était d'une brutalité inouïe. Tout opposant était rééduqué, c'est-à-dire le plus souvent éliminé. Déclaration officielle du gouvernement de la République démocratique du Vietnam, Hanoï, décembre 1955. Au cours des 100 derniers jours, 100 000 personnes issues de toutes les classes sociales ont pris part aux interrogatoires des chefs de village autour de la capitale. Le Sud aussi est en proie à la violence et aux bouleversements sociaux. Nguyen La Coua. Nous avions nos propres problèmes dans le Sud, dus à la violence des affrontements religieux et du crime organisé. Mais Diem les a écrasés. Il s'est débarrassé de l'empereur Bao Dai et s'est fait proclamer chef de l'État. Puis, avec le soutien des Américains, il a imposé son régime dans tout le pays. Bientôt, il devient clair que la tenue d'élections prévue par les accords de Genève n'aura pas lieu. La division du Vietnam au niveau du 17e parallèle semble permanente.
Désormais, un bastion du communisme, allié à l'Union soviétique et à la Chine au nord, fait face à un rempart occidental soutenu par les États-Unis au sud. La population des deux pays va connaître 20 ans de souffrance et de guerre atroce, avant que le Vietnam divisé ne soit enfin réunifié.